France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, les sœurs Brontë et la naissance de Jane Eyre. Que s'est-il donc passé à Haworth, petit village du Yorkshire au nord-est de l'Angleterre, pour qu'à l'époque victorienne, 3 sœurs, Charlotte, Emily et Anne, les filles du pasteur Brontë, écrivent toutes les 3 des romans, Jane Eyre, Les Hauts de Hurlevent et Anais Grey, des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Avec vue d'un côté sur le vieux cimetière, de l'autre sur la lande sauvage qui s'étend à l'infini, l'austère presbytère familial où elles vont vivre l'essentiel de leur courte vie n'aurait pu être qu'un lieu de maladie, de tristesse et de deuil. Mais pour Charlotte, Emily et Anne Brontë, ce presbytère où elles vivent quasi recluses sera aussi le sanctuaire de leur liberté et de leur création littéraire. Alors qu'au XIXe siècle, les filles n'ont d'autre destin que de se marier, devenir gouvernantes ou maîtresses d'école, Charlotte, Emily et Anne, elles, choisissent de tourner le dos au monde et de se consacrer à l'écriture. Mais en 1847, coup de théâtre d'une audace folle, elles décident, sous des pseudonymes masculins, d'envoyer leurs manuscrits à un éditeur. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Augustin Trapenard, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les auditeurs, évidemment, de France Inter vous connaissent très bien au micro de Boomerang de 2014 à 2022 et bien sûr les spectateurs de la Grande Librairie le mercredi soir sur France 5. Alors vous êtes un grand amoureux des livres et des écrivains, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes aussi agrégé d'anglais, vous avez enseigné la littérature anglaise et vous êtes l'auteur d'une thèse sur Emily Brontë. Que je n'ai jamais terminée, je la précise quand même. Ah d'accord, mais bon, je pense que malgré tout, il y a quelque chose qui s'est passé avec Emily Brontë. Est-ce que c'est par hasard, cet amour de la littérature, est-ce qu'il serait né chez vous à l'adolescence, justement, à la lecture des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë? Tout à fait, pour des raisons scolaires d'abord. Il faut savoir que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, et vous savez que les Hauts de Hurlevent et Jane Eyre font partie de ce qu'on appelle le curriculum, c'est-à-dire le programme en réalité. Comme nous, on étudie les pièces de Molière ou Balzac. Et comme nous, on étudie Victor Hugo en réalité, ouais, puisque c'est là la force des sœurs Brontë, dans l'imaginaire culturel anglophone, et en particulier anglais, c'est vraiment un point obligé des études. Et c'est vrai que j'ai lu ce texte très tôt, je parle des Hauts de Hurlevent, et c'est un texte qui m'a hanté au point que j'y ai consacré toutes mes études en réalité. Mon mémoire de maîtrise, de DEA, et cette thèse que je n'ai jamais terminée, mais sur laquelle j'ai quand même travaillé pendant 5 ans. Vous avez longtemps rêvé de courir la lande avec Heathcliff mais et je l'ai Katie. fait surtout Stéphanie, j'ai couru dans la lande. C'est bien, il faut continuer de courir sur la lande. À quoi ressemble ce village de Haworth, donc, où ont vécu cette famille Brontë? Alors vous avez tout à fait eu raison de le présenter comme vous l'avez fait. C'est un tout petit village en réalité qui est dans le Yorkshire, c'est-à-dire dans le nord de l'Angleterre, pas très loin d'une plus grande ville qui s'appelle Leeds. Et là où c'est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est un village avec très peu d'habitants, qui est dominé par ce presbytère dans lequel a habité toute la fratrie Brontë. Je dis fratrie, même si les sœurs vont prendre une importance capitale, effectivement. Et que dire de ce petit village, sinon qu'en réalité il est quelque part coupé du monde. Et c'est très important dans l'appréhension en fait de la littérature des sœurs Brontë de comprendre qu'elles vont très peu en sortir. En particulier Emily et Anne, même si Charlotte va avoir des envies d'ailleurs, comme on le verra sans doute plus tard. Oui. Et c'est un village un peu à la frontière entre le monde industriel anglais du 19e siècle, c'est la révolution industrielle qui a commencé depuis un moment, et puis de l'autre côté du village, il y a cette lande sauvage, mystérieuse, qui représente la nature. On a l'impression que ce presbytère est un peu à la frontière entre ces deux mondes-là. Et caractérise magnifiquement l'époque victorienne qui suit évidemment la grande période du romantisme. Effectivement, dans cette tension vers la lande qui rappelle les élans
des odes à la nature de l'époque romantique. Et il faut se souvenir effectivement que l'époque victorienne, c'est d'abord une époque de conquête industrielle et une époque surtout de conquête de l'ailleurs, de l'autre, de puisque c'est colonial. Effectivement l'apogée de l'empire colonial. On a toujours tendance à dire des sœurs Brontë qu'elles sont déconnectées de leur siècle. Or, je pense que c'est dangereux, évidemment, parce qu'une littérature ne peut jamais est toujours une vision du monde et ne peut jamais être déconnectée totalement du moment où elle est produite. C'est très important de le garder en tête pendant cette émission. Et quel est le contexte littéraire, justement, de ce milieu du 19e siècle ? C'est un contexte qui est dominé évidemment par une figure monumentale qui est celle de Charles Dickens. Et c'est très important. C'est-à-dire que à la suite du romantisme dominé par la poésie, l'époque victorienne va être l'âge d'or du roman et du roman social, du roman de classe, dominé par Dickens. Plus tard, en 1848, je crois, c'est-à-dire juste après la publication des premiers livres des sœurs Brontë, La foire aux vanités de William Thackeray va être un texte absolument Vanity très Fair, important. Exactement. Oui. Et puis je pense au roman d'Elisabeth Gaskell que connaîtra Charlotte Brontë, mais aussi au roman de George Eliot, et puis à la fin de l'époque victorienne, sans doute à Thomas Hardy. Mais ces jeunes filles sont aussi nourries de littérature gothique. Il y a eu Frankenstein de Mary Shelley. Il y a eu aussi des personnages féminins comme ça qui sont un peu entrés dans la littérature, qui peut-être ont inspiré aussi ces jeunes filles, qui leur ont donné envie d'écrire. Ce qui est très intéressant, c'est que comme la famille Brontë ne sort pas beaucoup de ce presbytère, elle se nourrit presque entièrement et exclusivement de lecture. Alors quels sont les livres des sœurs Brontë ou de la famille Brontë ? On y trouve la Bible évidemment. Il faut se souvenir. Très importante. Oui, et parce qu'il faut se souvenir que l'époque victorienne est dominée par des codes moraux et des codes sociaux qu'il ne faut absolument pas transgresser. Alors évidemment, quand on dit ça, on se doute bien qu'il va y avoir des lignes de fuite un peu partout. C'est ce qui rend cette époque si intéressante en littérature. La Bible, Shakespeare évidemment, et puis les tragédies grecques aussi. Également, Milton, Le Paradis perdu et Le Paradis retrouvé, qui sont très importants. Émilie Brontë écrit dans son exemplaire, par exemple, des remarques. Elle répond presque à Milton. Et puis les romantiques que sont Byron et Walter Scott, absolument fondamentaux. Et on trouvera cette tension vers l'aventure qu'on a chez Walter Scott dans les œuvres des sœurs Brontë, et évidemment le romantisme de Byron, notamment du Corsaire ou de Lara, qui sont des livres très importants pour les Brontë, disséminés dans leur œuvre. Augustin Trapenard, je vous propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion passionnante. Tout de suite, on part en 1845 à Haworth, Yorkshire, dans le presbytère de la famille Brontë. Les sœurs Brontë et la naissance de Jane Eyre, un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Charlotte, j'ai entendu quelque chose. ça fait déjà 3 fois que tu te lèves. Oh non, c'est pas lui. Qui ça, lui ? Le facteur. Non, c'est juste Monsieur Nichols qui est sorti. Celui-là, quelle plaie. J'en ai marre de coudre. Comment tu fais pour rester là à coudre toute la journée ? J'en peux plus. Chut. Quoi ? T'en as pas marre ? Sors, va faire un tour. Et toi, tu vas rester là ? Je suis bien là. Je pense. Ah, non, tu penses. Ça se voyait pas, je croyais que tu faisais de la couture. J'imagine que je t'empêche de penser tranquillement. Tu me déranges pas du tout. Sors, va faire un tour. C'est la réponse d'Émilie à tout. Tu t'ennuies, t'as un problème. Va faire un tour. À part ça, pas moyen de lui arracher un mot. Elle m'agace. Tout m'agace en ce moment. Je comprends pas ce que fait le facteur. Il est 11h passées, toujours rien de Constantin. Rien. Aucune réponse. Même pas un petit mot amical. J'aurais jamais dû. Ma dernière lettre, j'aurais pas dû. Enfin, tant pis. Il vaut mieux être franche. Je préférais qu'il me dise de plus lui écrire plutôt que de ne rien répondre du tout. Je pense à lui tout le temps. Tout le temps. Une pauvre fille comme moi, même pas belle, et déjà presque vieille. Juin 1845. Charlotte Brontë et sa sœur Émilie sont de retour à Haworth, le presbytère familial, après un séjour à Bruxelles. La vie paraît bien terne à Charlotte depuis qu'elle a fait ses adieux à Constantin Heger, le mari de leur hôtesse bruxelloise qui leur enseignait le français.
Depuis son retour, leur belle amitié semble s'être enfuie et Charlotte subit avec impatience la routine de ses journées. À l'étage, leur père, le pasteur Patrick Bronte, est plongé dans ses livres. Dans la cuisine, la vieille Tabby prépare le déjeuner. Pour que la famille soit au complet, il manque Anne et Branwell, embauchés tous deux par les Robinson comme précepteurs et gouvernantes. Ah, cette fois-ci, c'est lui, le facteur. Une lettre de Anne. Ouvre. Tiens, ouvre-la toi-même. J'ai pas envie de la lire. Tu es bizarre, Charlotte. On dirait que tu attends quelque chose. Lis plutôt la lettre, Amy, au lieu de me faire des remarques. Chère Charlotte, chère Émilie, je vous aurais écrit plus tôt si j'en avais eu la possibilité, mais les événements précipités de ces derniers jours ne m'en ont pas laissé le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Dis-moi. Elle avance son arrivée à la maison. Elle rentre bientôt, la semaine prochaine. Avant ses vacances ? Elle a démissionné apparemment. Démissionné ? Mais je croyais que ça se passait bien avec les Robinson. Elle ne peut nous en dire plus. Elle nous embrasse bien fort en attendant de nous retrouver avec plaisir, etc., etc. Et Branwell ? Elle n'en parle pas. J'espère que tout va bien. C'est bizarre, ouais. Elle doit avoir une bonne raison pour rentrer. En tout cas, je suis bien contente qu'elle revienne à Haworth. Elle voulait se prouver qu'elle pouvait être gouvernante, mais je suis sûre qu'elle rêve de rentrer. S'occuper des enfants des autres toute la journée, c'est trop affreux. En plus, Anne n'aime pas vraiment les enfants. Toi non plus. Non, c'est vrai. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Et notre projet d'ouvrir une école, alors ? Si t'aimes pas les enfants ? Ça, c'est différent. Faut bien qu'on gagne quelque chose, si on veut soulager un peu papa. Oui, mais pour l'instant, c'est un échec. Personne ne s'est encore inscrit. Peut-être qu'après l'été, il y aura des demandes. Cela dit, j'ai reçu un courrier d'une dame qui voulait des renseignements et je lui ai pas encore répondu. Elle a 4 filles. Oh, si on pouvait commencer avec 4 élèves, ça serait déjà très bien. Je vais lui répondre tout de suite. Ah bon ? Mais tu m'en as pas parlé ? J'ai oublié de te dire. Où est le papier à lettres ? Et avec Anne qui est de retour, c'est parfait. On sera 3 pour faire la classe. Tiens, prends ça. Oh, ce serait déjà un très bon début, mais je trouve pas... C'est toi qui as le papier ? Tiens, je te dis. Oh, merci. Chère Mrs. Green, mes sœurs se joignent à moi pour vous remercier de votre lettre et vous prier de croire que nous serions très heureuses de rencontrer prochainement les Mrs. Caroline, Harriet, Jane et Laura. Génial. Alors tu vois, Charlotte, qu'il se passe quelque chose. Tu as presque oublié Monsieur Heger pendant 10 minutes. Monsieur Heger ? Ah, oui, peut-être. Émilie, me déconcentre pas. Elle a deviné, bien sûr. Je dois pas être très discrète. Je peux jamais rien lui cacher. On croit qu'elle passe son temps à regarder par la fenêtre, mais elle voit tout et entend tout. Quelle drôle de personne, cette Émilie. La plus douée de nous 4. Anne est intelligente, mais trop sage. Branwell, c'est compliqué. Moi, je pense avoir du talent, mais j'ai pas la force d'imagination d'Émilie. Si seulement on mettait tous les 4 notre énergie dans quelque chose d'important. Un vrai projet littéraire, comme quand on était petits. Mais je me demande si Émilie n'écrit pas en secret. Sinon, pourquoi aurait-elle pris le papier à lettres ? Elle écrit jamais à personne. Les 4 frères et sœurs Bronte sont les survivants d'une fratrie de 6. Leur mère est morte peu de temps après la naissance d'Anne. Haworth est un petit bourg insalubre et surpeuplé, caractérisé par sa très forte mortalité. L'ennemi n'a pas encore son nom actuel, la tuberculose. Pour faire face à l'ennui, à l'isolement, mais aussi à la menace toujours présente de la mort, les enfants inventent très jeunes un monde imaginaire commun. L'écriture les accompagne depuis toujours. Mais il est quasi impossible pour une femme de faire carrière comme écrivaine, et les espoirs de la famille ont longtemps reposé sur Branwell, jeune homme hypersensible, précoce et terriblement ambitieux. Malheureusement, les choses ont pris pour lui un autre cours. Anne, Tu as pu te reposer ? Ça va mieux. Le voyage a été épuisant. Je suis partie à 4h du matin. mais pourquoi t'es partie si vite ? Tu aurais pu prendre le temps d'arriver tranquillement un peu plus tard. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui font ce trajet. Bon, dis-nous tout de suite ce qui se passe. On n'en peut plus d'attendre. Il ne s'est rien passé, mais... Et Branwell ?
Il est resté là-bas? Ah oui. Il y a un problème avec Branwell. Alors quoi? J'ai préféré partir avant que ça ne se sache et qu'on nous renvoie. Il boit? Il prend de l'opium? Honnêtement, si ça n'était que ça. Mais oui, il boit beaucoup. Il y a des soirs où il est complètement ivre. Mais c'est surtout que je crois, je n'en suis pas sûre, mais j'ai vu des lettres, des regards, des soirs où il disparaît mystérieusement, enfin tout un tas de choses qui me laissent penser Qu'il a une relation avec la fille Robinson? Non. Avec la mère. Branwell? Avec Madame Robinson? Mais quel imbécile! Et qui est au courant? Personne pour l'instant. Mais ils ne sont pas très discrets. Mais il se rend pas compte qu'il se met en danger? Et toi aussi? Il doit être content, il lui arrive enfin quelque chose. Il faut le comprendre. Je crois qu'il est très amoureux. Amoureux. Il est amoureux maintenant. Branwell a tellement besoin d'amour. Mais au début, je pensais comme vous qu'il était plutôt attiré par la jeune Miss. Et quand elle est partie avec un saltimbanque, il s'est tourné vers la mère. C'est ça que t'appelles de l'amour? Il est amoureux de la femme, de la maison et de la fortune avec. En tout cas, je crois qu'il souffre réellement. Et aussi qu'il espère comme un nigaud que cette dame va l'épouser. Et il pense peut-être qu'elle va divorcer d'un homme riche pour partir avec un poète raté. J'en sais rien. Qui peut dire ce qui lui passe par la tête? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Sans doute qu'il ne lui reste plus qu'à attendre la mort du banquier, en espérant que la dame soit vraiment amoureuse de lui. Amoureuse de lui? Elle a au moins 20 ans de plus. Une amante. Branwell a une amante. Et une femme riche en plus. Qui ne vienne pas se plaindre quand il aura tout perdu. J'en ai assez de m'occuper de Branwell, de ses problèmes, de ses malheurs. Il se met constamment en échec. Et papa le plaint et l'excuse et ça fait qu'augmenter ses provocations. Et nous, on n'a le droit à rien. Pas le moindre petit écart ni rien. Nous devons accepter notre destin et nous taire, pendant que notre frère piétine tous nos efforts pour aller mieux. Parfois je le hais. La famille Brontë a toujours vécu avec très peu. Ils n'ont pratiquement que le salaire de leur père pour sa charge de pasteur et l'usage de ce presbytère qui ne leur appartient pas. Bien que très austère, avec ses grandes pièces nues, ses fenêtres sans rideaux donnant sur le cimetière, surplombant une vallée déserte recouverte de bruyères à perte de vue, la maison est devenue leur foyer, leur repère, le centre de leur monde. Les enfants en partent et y reviennent au rythme de leurs échecs à se faire une position dans le reste du monde. Le retour de Branwell ne se fait pas attendre. En juillet, alors qu'il passe ses vacances à Haworth, M. Robinson lui fait savoir qu'il lui interdit de remettre les pieds chez lui. Sa dépendance à la drogue et à l'alcool ne fait qu'empirer. Encore un peu de thé, Émilie? Non, merci. Je vais pas tarder à sortir avec Keeper. Et toi, Charlotte? Hein? Pardon? Du thé? Est-ce que tu veux du thé? Non, Tu vas pas t'y mettre, non? c'est insupportable. C'est pas comme ça qu'on va trouver des élèves pour notre pension. Déjà qu'on n'avait aucune demande. Le cocher de Madame Robinson est passé ce matin. Ah bon? Et alors? Et ils se sont parlé rapidement au pub avec Branwell. Ah, bonne idée pour la discrétion. Tout le monde va être au courant. Tu peux dire adieu à ton école, Chacha. C'est aussi ton école, Émilie. C'est pas parce que je m'occupe de tout que ça te concerne pas. Charlotte, arrête! Et le domestique? Quoi? Il lui a Il a dit fait, quoi? il lui a fait savoir que Madame Robinson ne souhaitait pas le revoir. Elle lui demande de ne plus jamais lui écrire. Aïe, c'est dur, hein. Il devait pas s'y attendre. Donc elle est pas du tout amoureuse de lui. Je sais pas, ou alors elle ferait ça pour le protéger. C'est la version de Bran. Comment il s'est mis dans cet état? Bah, tu imagines bien. Vu qu'ils étaient déjà au bar. Mais où il a pris l'argent pour se saouler? J'espère qu'il a pas encore fait des dettes. Mystère. Je crois que sa très chère lui fait passer de l'argent. Tu crois? C'est lui qui me l'a dit l'autre jour. Bon, j'y vais. Bon courage. Manuel, c'est Anne. Laisse-moi entrer. Émilie! Qu'est-ce qui se passe encore? Émilie, tu peux venir m'aider? Manuel est couché dans... Il sait encore... On vient m'aider. Non, encore Quel désastre. Quand je pense à toutes les heures qu'on passait à écrire ensemble tous les deux. Le roi de Gondal, génial. Tout puissant, il était si sûr de lui. Enfin bref. Mais je suis sûre d'avoir vu Émilie ranger son petit carnet noir avant de monter. Où l'a-t-elle mis?
Elle écrit des poèmes en cachette, c'est sûr. Et elle me dit rien. Quelle chance elle a. Ça fait des mois que j'arrive plus à écrire une ligne. Ah, le voilà. Et Émilie, tu sors? Oui, je vais me promener. Keeper, viens, on y va. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? Le répète pas, Émilie. Tu lis ses poèmes? Elle va être furieuse. Ces poèmes. Tu savais qu'elle écrivait des poèmes? Oui, je m'en doutais, oui. Tu les as lus? Ils ont l'air excellents. Ça m'étonne pas non plus. Et toi, t'en as écrit? Non. Enfin, oui. Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Anne, Quoi? moi aussi j'ai écrit des poèmes. On va faire un recueil avec les tiens, les miens et ceux d'Émilie. Et on va les envoyer à des éditeurs. Je pense pas qu'Émilie soit d'accord. En effet, une violente dispute éclate entre les trois sœurs lorsqu'Émilie découvre qu'on a fouillé dans ses affaires. À cause du peu de sources qui sont parvenues jusqu'à nous, la personnalité d'Émilie reste à ce jour un mystère. Contrairement à ses frères et sœurs, la vie monotone d'Haworth était pour elle le vrai bonheur, et tout éloignement la plongeait dans des crises violentes. Jamais, semble-t-il, elle n'avait écrit pour être publiée. Mais pour Charlotte, il s'agit d'une urgence impérieuse. Elle entrevoit leur unique chance de faire quelque chose de leur vie. Émilie, Jamais de la vie! Émilie, écoute. Tu dépasses les bornes! C'est très bien que je ne veux pas! Émilie, tes poèmes sont magnifiques. Arrête ça tout de suite! Ne parle surtout pas de mes poèmes! Ne me Émilie! parle! Arrête! Amy, si Charlotte te dit ça, c'est parce qu'elle croit sincèrement que tes poèmes peuvent plaire. Toi, tais-toi! Plaire, mais je m'en fiche de plaire! Émilie, écoute-moi, juste quelques poèmes. Parmi d'autres d'Anne et moi, qu'est-ce que tu risques? Mais non! On pourrait les publier sous un seul nom. Tu plaisantes, j'espère? Sous un pseudonyme alors? Tout le monde le saura! Non, on enverra le recueil avec 3 pseudos différents, des pseudos masculins, et je dirai que je connais les auteurs. Personne n'y croira. Émilie, s'il te plaît, tes poèmes méritent d'être lus, ils sont tellement beaux. Arrête ça tout de suite. Ne me dis surtout pas qu'ils sont beaux. Ça me donne encore moins envie de te dire oui. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Je n'ai pas peur. Mais quoi? Et vous n'avez même pas pensé à Branwell. Si un jour on publie quelque chose, il sera dévasté. Oui, eh bien... Il s'en remettra. Il s'en remettra ou il ne s'en remettra pas? Oui, mais on va pas gâcher toute notre vie à cause de Branwell, non? Déjà que l'atmosphère ici est devenue irrespirable. C'est vrai. Branwell a eu sa chance. Il a eu les cours de peinture, l'académie royale, les cours à domicile. Papa a toujours tout misé sur lui. Il a rencontré des artistes, des écrivains. Il est allé à Londres et il a toujours tout gâché. Uniquement par sa faute. Tu exagères. Je sais pas quel est le problème de Branwell, mais j'en ai assez d'attendre qu'il fasse quelque chose de ses 10 doigts. Moi aussi je veux vivre. Et je pense que toutes les trois, on a quelque chose à dire d'au moins aussi intéressant que lui. Et qui serait quoi? La vie des femmes. Tu parles. Des femmes comme nous, éduquées, intelligentes, mais simples, hein, pas des filles d'aristocrates. Ça n'intéresse personne. Bien sûr que si. Il y a plein de gens qui se reconnaîtraient dans notre histoire. Ce sont les femmes qui lisent les romans de toute façon. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire publier nos poèmes et ensuite, on finit chacune un roman qu'on envoie dans la foulée. Et Branwell? Faudra faire ça quand il est pas là. Ou quand il dort. Mais oui. On écrirait ensemble le soir au coin du feu. Émilie, t'en dis quoi? Je sais pas. Je vais y réfléchir. Mais t'avais commencé une histoire, non? À propos d'une vieille ferme dans la lande. Mais si, d'un personnage tourmenté. Tu nous en avais lu des passages, tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. Et alors? Et toi? Tu as écrit quelque chose? Oui. J'ai commencé l'histoire d'une gouvernante dans une maison noble à la campagne. Je me suis mise à écrire quand j'étais chez les Robinson. Et toi, Charlotte? Moi, c'est l'histoire d'un jeune professeur amoureux de son élève. Mais j'ai pas fini de l'écrire. Quoi? Je vois. Ça te plaît pas? Au contraire, ça a l'air excellent. Émilie, Charlotte,
Ce serait tellement bien si on pouvait se remettre à écrire ensemble. Comme avant, on s'aidera à avancer, ça nous donnera du courage. Et puis on enverra tout à un éditeur. Et ça marchera, j'en suis sûre. Sinon, on va faire quoi de toute façon? Rester là, se regarder mourir à petit feu? Allez, Émilie. Tu dis oui? D'accord. Je dis oui. Pour vous. Les poèmes d'Acton, Ellis et Currer Bell sont envoyés à plusieurs éditeurs en janvier 1846. Après avoir essuyé de nombreux refus, les sœurs reçoivent finalement une réponse positive d'Aylott & Jones, une petite maison d'édition librairie. La publication se fera à compte d'auteur. Peu importe, les sœurs exultent en secret des hommes de la maison. Même s'il ne s'en vend que 2 exemplaires, ce premier pas franchi donne aux 3 sœurs la force de puiser dans leur expérience personnelle pour achever chacune leur premier roman. Anne écrit Agnès Grey, l'histoire d'une jeune gouvernante en charge d'enfants gâtés et tyranniques. Émilie, les très célèbres Eaux de Hurlevent, un déchaînement de passion gothique. Et Charlotte, le professeur, une histoire inspirée par sa passion pour Constantin Heger. Émilie, d'après toi, est-ce qu'un bon roman doit se terminer bien? Alors ça? Est-ce qu'il faut faire plaisir au lecteur ou rester au plus proche du réel? Je dirais que les 2 sont possibles. T'en penses quoi, toi, Anne? Moi, j'ai l'impression que les romans qui ont vraiment compté pour moi se finissaient plutôt bien. Comme quoi, par exemple? Jane Austen? Jane Austen, on est surtout content quand ça se termine. Non, pas Jane Austen, mais de belles histoires. Comme les contes, par exemple. Des personnages avec qui on s'identifie pour toute la vie. Alors t'es proche de la fin d'Agnès Grey. Tu vas la faire épouser le pasteur? Je pense, oui. Oh, ça me plaît bien. En fait, tu imagines des sœurs Brontë qui auraient eu plus de chance que nous. Une version plus agréable de nous-mêmes. Une autre vie possible, oui. Moi, je me demande s'il faut choisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ce serait pas possible d'imaginer une histoire où il y aurait les 2 à la fois, une fin réelle et dure, mais aussi la possibilité d'une forme d'apaisement, de rédemption. Je suppose que je vous dérange. Mais non, pas du tout, Branwell. Tu veux du thé? Je ne veux rien. Rien que l'oubli et la mort. Mais pardonnez-moi, j'imagine que je jette un froid. Assis-toi, Bran. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous raconter? Le cocher de Madame Robinson est venu me voir, à nouveau aujourd'hui. Que dit-il? Son mari est mort depuis 1 mois, mais elle veut pas me revoir. Oh, Bran. Tout est fini, tout. Il ne reste plus qu'à mourir. Et tu croyais vraiment qu'elle allait t'épouser? Émilie? Même si mes souffrances ne vous intéressent plus du tout, je pense avoir droit au respect. On te respecte, Branwell. Mais excuse-nous de pas t'encourager dans cette histoire avec une femme mariée et qui apparemment n'est pas très intéressée par toi. Moi, au moins, j'ai eu la chance de vivre une vraie histoire. J'ai connu une femme. Je ne reste pas enfermé dans mes rêves de vieille fille, comme vous. Je vois bien que vous êtes pressé de vous débarrasser de moi. Ça ne devrait plus trop tarder. Les romans achevés sont envoyés à plusieurs éditeurs et de nouveau refusés. C'est surtout le professeur de Charlotte qui ne plaît pas. On trouve cette histoire d'instituteur amoureux trop plate, trop banale. Au début de l'année 1847, les sœurs reçoivent une lettre un peu différente des autres. Un petit éditeur, Thomas Cotley Newby, se dit prêt à publier Les Hauts de Hurlevent et Agnès Grey, avec partage des frais d'impression. Mais il refuse le roman de Charlotte. Le coup est dur. Charlotte, comment te sens-tu? Bien. Tu ne nous en veux pas? Non, pas du tout. Ça m'étonne pas tant que ça que le professeur ne passe pas. Je trouve ça dommage, c'est tout. C'est une très belle histoire, mais... Anne, c'est bon. On voulait te dire qu'on pense accepter l'offre de New Buy. On n'aura sans doute pas d'autre occasion d'être publié. Oui, bien sûr. Allez-y, c'est pas le meilleur éditeur, mais... C'est déjà bien pour nous. Et toi, Charlotte, qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais continuer à envoyer le professeur jusqu'à ce que ça marche. Et commencer une autre histoire? Je sais pas. Peut-être. Tu as envie d'aller faire un tour? Non. Mais si ça te ferait du bien. J'ai pas besoin de vos conseils. Allez vous promener si vous voulez, moi je reste ici. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Mon histoire est trop simple, trop vraie. Elle me ressemble, mais apparemment ça plaît pas. Les éditeurs veulent du fantastique, des histoires de spectres. J'ai pas ça à leur offrir. Mais s'ils veulent des frissons, je sais où chercher. J'ai déjà commencé à réfléchir à une nouvelle histoire. Jane Eyre. Une jeune femme, pauvre, mais qui veut pas se marier. Un pensionnat glacial. Des filles qui meurent de consomption les unes après les autres. Un amour impossible. Et l'arrogance de la classe aristocratique. Quelques mois plus tard, en août 1847, l'obstination de Charlotte finit par payer. Émilie, je crois que j'ai quelque chose. De qui? William Smith. De Smith, Elder et compagnie à Londres. L'éditeur de Ruskin et Sacré. Il accepte ton manuscrit? Non, mais attends. Il dit... J'ai été touché par votre écriture. Tiens, regarde. Et si je veux lui faire lire un roman plus long, en 3 volumes, il pourrait me proposer un contrat. Un contrat? Un contrat. Payé? J'imagine. Et tu as fini Jane Eyre? Oui, il y a 3 semaines. Mais il faut lui envoyer tout de suite. Tu crois? Personne l'a jamais lu. Mais tu nous en as lu des passages. Tu peux y aller. T'es sûre? J'ai le trac. Charlotte. Je sais pas si je pourrais supporter un autre échec. Charlotte. Fonce. Merci, Amy. William Smith Williams reçoit bientôt un nouveau manuscrit de la part de Charlotte Brontë, Jane Eyre. La légende raconte qu'il ne peut le reposer avant de l'avoir lu jusqu'à la dernière page. Très vite, dès le 16 octobre 1847, il fait paraître le roman. C'est la ruée générale. Les quelques milliers d'exemplaires du premier tirage sont très vite épuisés. Il faut le réimprimer 2 fois. Lorsque Newby fait paraître un peu plus tard Les Hauts de Hurlevent et Agnès Grey, ils sont dans l'ombre de ce premier best-seller. Les spéculations sur l'identité des 3 frères vont bon train et de nombreuses rumeurs commencent à courir. S'agit-il de femmes, d'une seule personne ? La folie est telle qu'en juillet 1848, les sœurs sont contraintes d'aller à Londres révéler leur identité à Smith. À Haworth aussi, on en parle dans les rues et les journaux. Ah, tu es là, Bran? Papa te cherche partout. Tu ferais bien de lui dire que tu es rentré. T'étais au pub, j'imagine. Je suis allé chercher le journal. Je me demande qui sont ces mystérieux frères Bell. Une série de personnages sans aucune vraisemblance, plongés dans un tourbillon d'événements sans suite logique. L'auteur mise sur la vulgarité et la violence des personnages pour pallier le manque évident d'inspiration d'une écriture banale et lourdement descriptive. Et c'est un vrai succès, évidemment. Ce roman Jane Eyre a l'air d'être un sacré torchon. Tu l'as lu, j'imagine? Pour te permettre de le critiquer? Non, je m'en fous. Oh, Bran. Tu penses sans doute que tu aurais mieux fait, hein? Je n'ai rien fait, rien écrit, ce qui est peut-être aussi bien que d'écrire une saloperie commerciale. Ça suffit, Branwell. Ces 3 frères doivent être contents, en tout cas. On ne parle que d'eux. Quoique ce cureur ait l'air d'avoir fauché l'herbe sous le pied aux 2 autres. Il a complètement éclipsé ses 2 sœurs. Ses frères. Les autres doivent bien enrager. Enfin, celui qui a écrit Les Hauts de Hurlevent a déjà l'air à moitié dément. Quant au 3e, personne n'en parle. Une histoire plate et efféminée, d'après le même journal. Ta revue littéraire est terminée, Bradwell? Oui. Et je vais me coucher. Quel naufrage. Il est malade. Je pense qu'il a attrapé une maladie au printemps. L'alcool et l'opium n'aident pas. Le médecin est passé. Il a dit qu'il en avait plus pour très longtemps. Papa est très inquiet. Ah, c'est la consomption. Encore. Tout le monde l'attrape ici. Émilie, toi aussi tu tousses. Je vais très bien.
Racontez-moi plutôt pour Londres. Ça valait le coup d'y aller? Oui, c'était important. Maintenant, Smith connaît la vérité. Avec toi, ça aurait été mieux. Bah, fallait bien que je m'occupe de Branwell. En tout cas, tu n'aurais pas aimé du tout Londres, Amy. Monsieur Smith nous a sortis à l'opéra de force. Il ne voulait pas nous lâcher. Il voulait nous présenter à tout le monde. À tout le monde? Mais vous n'avez rien dit, j'espère. Ah non, bien sûr. Les gens nous regardaient de travers. Ils se demandaient qui on était. Hein. On n'avait rien d'autre que nos robes de campagne à se mettre. On faisait un peu de tâche dans le décor. Et comment a réagi Smith quand il vous a vu? On est entré dans la boutique, juste comme ça. C'était un moment génial. Il y avait un homme derrière le comptoir qui nous a regardés de haut en bas. Charlotte a dit « Nous aimerions voir Monsieur Smith. » Mais il nous dit il est trop occupé. Alors j'insiste. Il dit qu'on a fait un long voyage, rien que pour le voir. Le type nous regarde toujours comme si on était des mendiantes. Charlotte était remontée comme une pendule. Elle a dit « On a voyagé 17 heures pour le voir, il peut bien nous accorder quelques minutes. » Alors finalement, Monsieur Smith est sorti de son bureau d'un air furieux. « Monsieur Smith ?» a dit Charlotte. Et lui-même. Et là, je lui ai juste tendu une lettre qu'il avait lui-même envoyée à Currer Bell. Il la regarde, puis il me regarde, puis regarde la lettre. J'ai dit « Mademoiselle Brontë ». Et d'un coup, paf, on voit qu'il a compris. Ça t'aurait fait rire, Amy, de voir comme il a changé d'un coup. Il était tout gentil, regardait Charlotte, il n'en croyait pas ses yeux. Il avait à la fois complètement amoureux d'elle et en même temps un peu effrayé. Mais effrayé de quoi? Peut-être de notre air de bonne sœur. Mais tu penses qu'il savait qu'on n'était pas des hommes? Il nous a dit ensuite qu'il avait quand même quelques soupçons. Mais il s'attendait peut-être à tomber sur des beautés. Et ensuite Ensuite, il nous a fait passer dans son bureau et on lui a tout expliqué. On lui a fait jurer de rien répéter. Mais lui, au moins, il sait qu'il existe bien 3 auteurs différents. Bon, ben c'est bien. J'espère qu'on va nous laisser tranquilles, en tout cas. Il faudra peut-être qu'on prévienne papa un de ces jours que ta fille a écrit un chef-d'œuvre. Tu t'en vas? Je monte voir Branwell. Avec la parution de Jane Eyre et des 2 autres romans dans une moindre mesure, les sœurs Brontë atteignent enfin une forme d'indépendance financière. Mais le bonheur est de courte durée et la mort, encore une fois, se présente sous les traits de la tuberculose. Le 24 septembre 1848, après une interminable agonie, Branwell Brontë succombe de maladie et d'épuisement. Charlotte l'ignore, ses 2 sœurs ne tarderont pas à suivre Branwell dans la mort. Ce matin, j'ai fouillé dans les papiers de Branwell. Dans le tiroir, celui qu'il ne voulait pas qu'on touche, j'ai retrouvé tous ses débuts de texte, ses poèmes. Rien n'était achevé. Tout était en désordre, sale. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme une folle. Pas parce qu'il allait me manquer, mais pour tout ce talent gâché, toutes ces souffrances. J'ai pleuré pour notre enfance. J'avais envie de redevenir sa meilleure amie, comme avant. Si j'ai accompli quelque chose, c'est grâce à lui. Les sœurs Brontë et la naissance de Jane Eyre de Camille Azaïs avec Charlotte Brontë, Suzanne Aubert, Branwell Brontë, Julian Egerix, Emily Brontë, Annelise Mburger, Anne Brontë, Florence Janas. Bruitage Élodie Fiat, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Valentin Azan-Zielinski, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Christophe Oquet. Vous écoutez Autant en emporte l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur les sœurs Brontë avec mon invité Augustin Trapenard.
Dead to the World par les Noel Gallagher's High Flying Birds sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Benjamin Troncin. Augustin Trapenard, quelle histoire incroyable. Quelle belle fiction, effectivement. Terriblement romantique, comment ces trois jeunes femmes, les sœurs Brontë, pauvres et inconnues, se font publier sous des pseudonymes masculins, des livres qui deviennent des best-sellers, surtout Jane Eyre, donc de Charlotte. Il faut rappeler quand même que ces jeunes femmes, cela fait très longtemps qu'elles écrivent. Elles sont jeunes, mais elles ont commencé dès l'enfance à écrire. Et la littérature dans cette famille Brontë, c'est vraiment une histoire de fratrie. Il y a une histoire il y a un groupe. Ce sont des enfants qui écrivent ensemble. Oui, parce que le patriarche, Patrick Brontë, a une éducation littéraire, écrit à ses heures perdues et dispense une éducation littéraire et picturale aussi à ses enfants. On sait, par exemple, qu'il très tôt, il y a ce qu'on appelle des bed plays, des jeux de lit où les enfants Brontë communiquent entre eux et inventent quelque chose. Mais tout va changer un jour où le pasteur Brontë rentre de voyage avec des petits soldats de plomb. Et ces petits soldats de plomb, il va les offrir au fils, à l'aîné, à la figure en réalité pour lui la plus importante, ça apparaît à peu près partout, qui est son fils chéri Branwell. Sauf que Branwell va en profiter pour faire des jeux, pour inventer des histoires avec ses sœurs. Et de là va naître une entreprise littéraire absolument unique, Stéphanie, dans la littérature mondiale, qui est en réalité cette petite fabrique fictionnelle des enfants Brontë entre eux, qui est consignée par écrit d'une écriture absolument minuscule, presque indéchiffrable. En l'occurrence, le monde d'Angria, un monde imaginaire où les 4 enfants Brontë, au gré de veillées en réalité, vont ensemble et sans doute dans le secret par rapport à leur père, créer des personnages, des aventures très inspirées du romantisme. Et ce monde d'Angria, qui pénètre vraiment toutes les œuvres des sœurs Brontë, va se diviser, puisque Émilie et Anne ensemble vont inventer, en excluant Branwell et Charlotte, le monde de Gondal, beaucoup plus poétique et beaucoup plus féminin, puisqu'à la différence d'Angria, saturé de personnages masculins, le monde de Gondal, d'Émilie et Anne, est lui saturé de personnages féminins, et notamment d'une figure tutélaire qui s'appelle Augusta Géraldine Almeida, qui est en réalité la reine du monde de Gondal. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de voir ces livres, donc ces romans, Léo du Hurlevent, Jane Eyre et Agnès Grey, qui sortent en même temps. Comment expliquer, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces livres pour qu'ils aient un tel succès? Alors, la fiction montre très bien qu'effectivement, il y a quelque chose de révolutionnaire dans l'acte de création des Brontë, qui a quelque chose à voir avec l'écriture de soi. D'ailleurs, le roman de gouvernante est presque devenu un genre de la littérature internationale par la suite. Et c'est vrai que Jane Eyre et Agnès Grey, en ce sens, inventent quand même quelque chose, créent en réalité quelque chose. C'est des femmes déjà qui sont des personnages principaux. C'est ça, et pas des femmes d'un milieu bourgeois ou aristocrate, bien des femmes populaires qui exercent ce métier de gouvernante. Des femmes qui ont des émotions, des désirs, des passions, et des femmes qui agissent aussi. Oui, et il faut pas oublier l'ambition monumentale de Charlotte Brontë, qui, comme on l'a bien entendu dans cette fiction, en réalité a une seule envie, c'est quand même de devenir autrice. Bah oui, elle veut être reconnue. Et donc elle a contrairement à Émilie. Et elle a sans doute cette idée, cette idée effectivement de proposer quelque chose qu'elle savent faire, qu'elle connaissent, et c'est en cela quelque part qu'elle révolutionne quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de différent aussi entre ces romans? Parce qu'elles ont, ce que vous avez dit, Augustin Trapenard, c'est cette communauté, ces personnages féminins, mais qu'est-ce qui les différencie, les 3 filles aussi, leur personnalité et leur style? Charlotte, comme je le disais, est quand même l'aînée des 3 sœurs. Elle vient après Maria, Elisabeth et Branwell, mais elle est l'aînée des 3 sœurs, puisque les 2 sœurs aînées meurent en réalité très vite. Et on l'a compris, Branwell est un personnage, peut-être un petit peu particulier, exclu, différent, marginal. Et donc Charlotte a une forme d'autorité. C'est elle, par exemple, qui va partir avec Émilie à Bruxelles. Oui, qui l'emmène, qui est plus attirée vers l'extérieur. Exactement. Elle a cette tension-là, cette ambition. Elle se mariera, elle réalisera quelque part. Elle sera enceinte, mais elle mourra avant de mettre Anne son Brontë, enfant. la plus jeune et sans doute la plus discrète, la plus silencieuse aussi, c'est une suiveuse en réalité, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une littérature extrêmement intéressante. Et on y reviendra peut-être, puisqu'elle réécrit en réalité les œuvres de ses sœurs en leur ajoutant quelque chose d'absolument unique. Elle a été redécouverte avec le temps. On l'a un peu dénigrée au début, mais finalement, son œuvre est intéressante. Quand paraît ce livre jumeau, qui s'appelle donc Agnès Grey et Léo de Hurlevent, sous le pseudonyme
films croisés d'Ellis et d'Acton Bell, on n'en voit qu'un seul. On ne voit évidemment que la force, la fureur, le bruit et la beauté des Hauts de Hurlevent. Et je trouve la fiction un petit peu dure dans cette idée qu'on aurait vu que Jane Eyre publié chez un autre éditeur un tout petit peu plus tôt, en réalité 1 ou 2 mois plus tôt, parce qu'en réalité les critiques des Hauts de Hurlevent sont très intéressantes. On voit tout de suite qu'il se passe quelque chose, et là on ne dit pas du tout forcément que c'est l'œuvre d'une femme. Hein. On dit que c'est une œuvre malade en réalité, une œuvre furieuse. Ce qui n'est pas du tout le cas de Jane Eyre et d'Agnès Grey, dont on se doute peut-être que ce sont des œuvres de femmes. Mais ce qu'il faut dire, c'est plus Stéphanie, romantique, ouais. Voilà, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce pseudonymat est très flou. Ça existe en réalité à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Ce qu'on sait, c'est que c'est flou. Et c'est un jeu littéraire qui rappelle justement les jeux que les enfants Brontë, que la fratrie Brontë avait pu faire quand ils étaient plus jeunes. Exactement. Donc Charlotte, vous l'avez dit, la plus sûre d'elle, la plus aventureuse, Émilie, la plus sauvage, c'est quand même une personnalité très troublante. Très troublante, très secrète. Oui, elle passe sa vie, elle ne veut pas être publiée, elle n'est bien que à Haworth. Et la fiction montre très bien, je trouve, comment en 1845, il va se passer une sorte de catalyseur, un déclencheur de toute l'œuvre des sœurs Brontë, et que tout cela naît des poèmes d'Émilie Brontë que Charlotte trouve en brisant un tabou, en brisant le tabou de l'impérieuse nécessité du silence et du secret qu'impose en réalité Émilie Brontë. Oui, Charlotte, depuis toujours. Elle dit « J'ai eu la conviction profonde que là se trouvaient des effusions hors du commun, une poésie tout à fait différente de celle qu'écrivent d'habitude les femmes. J'ai jugé ces poèmes condensés, ramassés, vigoureux et authentiques. » C'est beau. Elle écrit ça, donc des poèmes de sa sœur. Oui. Donc il y a beaucoup d'amour aussi entre ses sœurs. C'est vrai, mais n'oubliez pas que quand elle écrit ça, elle essaye déjà de rattraper la violence des critiques qui lui sont faites et de construire ce qu'on appelle le mythe des sœurs Brontë, bien aidée par une très grande romancière de l'époque qui s'appelle Elisabeth Gaskell et à qui le pasteur Brontë, à la mort de Charlotte Brontë, va en réalité commander la vie de Charlotte Brontë, c'est-à-dire créer une légende, et une légende monumentale qui est assez comparable en réalité à celle de Jane Austen par exemple. On parle d'Austenmania, on parle de Brontémania également. Ouais, comment faire la part entre le vrai et le faux, c'est difficile. Surtout quand la légende est orchestrée par la famille elle-même. Oui, c'est ça. Alors curieusement, le seul qui n'a pas créé une œuvre, c'est le fils, Branwell, celui pourtant sur lequel le père avait mis tous ses espoirs. Et il y a un tableau, quand même, très beau, qu'il a peint, et où il représente ses trois sœurs, et il s'est peint lui-même, probablement, mais avec un fusil. Et on voit pas très bien mais il a effacé son visage, qui est quand même tout un symbole. Oui, alors on connaît effectivement, donc c'était un peintre de talent, effectivement, mais la fiction montre bien à quel point il a effectivement tout gâché, il s'est détruit. On peut imaginer aussi quand même la pression familiale d'être le seul homme, effectivement, et on lui connaît effectivement cette aventure avec Madame Robinson. Ce qui est intéressant avec la figure de Branwell, c'est qu'elle est à la fois effacée, effectivement, comme ce tableau le montre, mais elle est également omniprésente chez les sœurs Brontë elles-mêmes, chez Charlotte Brontë quand elles racontent leur histoire et leur mythe, mais également par la suite lorsqu'on a voulu raconter les sœurs Brontë. Je pense par exemple au film d'André Téchiné qui s'appelle Les sœurs Brontë, mais qui en réalité n'a qu'un seul héros, c'est Branwell Brontë, si vous voulez. Pour une fois qu'on peut parler des femmes. C'est ça. Et on a même, sachez-le, Stéphanie, envisagé que Branwell Brontë était l'auteur des Hauts de Hurlevent, dont on ne connaît pas de manuscrit. Il y a encore certains historiens de la littérature qui envisagent la possibilité que ce soit l'œuvre de Branwell, comme si la violence, le bruit et la fureur des Hauts de Hurlevent ne pouvaient être l'œuvre d'une femme. Pour vous, c'est le roman que vous préférez des trois sœurs Brontë? Incontestablement, c'est un roman déjà absolument fascinant dont Bataille explique qu'il pousse la littérature jusque dans ses excès, l'érotisme, le mal. C'est l'un des romans préférés de William Faulkner également. C'est un livre très très important qui pousse le romantisme en réalité dans ses retranchements au point de le faire exploser. Après les Hauts de Hurlevent, on peut plus écrire de littérature romantique quand même. Pour autant, Jane Eyre... On dit que c'est le dernier livre romantique. Ah oui, parce qu'elle va trop loin. Elle va très loin. Même si, quand vous lisez les Hauts de Hurlevent, elle le corrige quand même un peu par cette deuxième partie beaucoup plus victorienne que la première, qui est un texte, la première, complètement impossible. L'histoire d'un inceste quand même, l'histoire d'une violence psychologique, sociale, d'exploitation et physique également, absolument inouïe.
Notre histoire s'est achevée en 1848 avec la mort de Branwell. Émilie mourra quelques mois plus tard et Anne, l'année suivante, c'est la tuberculose qui a décimé la famille. Et plus tard, ce sera Charlotte à son tour en 1855. C'est terrible, le père va donc survivre à sa femme et à ses la 6 légende enfants et perpétuer la légende. Merci beaucoup, Augustin Trapenard. Bah oui, c'était un plaisir de vous recevoir. De vous, on peut lire sur le sujet Jane Eyre de Charlotte Brontë à Franco Zeffirelli en coécriture, édité chez CEDES. Devoir de Bruxelles, Emily Brontë, une édition établie d'après les manuscrits en français par vous, Augustin Trapenard, édité chez Fayard et 1001 nuits. Sur les sœurs Brontë, je conseille la biographie de Jean-Pierre Hall, Les sœurs Brontë, en collection Folio, biographie chez Gallimard, et bien sûr à lire les œuvres des sœurs et même du frère Brontë et les poèmes en livre de poche et en Pléiade chez Gallimard. Voilà, c'est la fin de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous resterons au 19e siècle à la rencontre de Felice Orsini, un républicain italien en exil combattant de l'indépendance de son pays. C'est lui qui, en janvier 1858 à Paris, organise un attentat à la bombe contre Napoléon III, lui-même ancien Carbonari. Orsini, condamné à mort, ne verra pas l'indépendance de l'Italie 3 ans plus tard. Felice Orsini, un combattant de l'indépendance italienne, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.